Bonjour, Marianne Lefebvre. Je vais prendre le temps de me présenter un petit peu parce que la poupée gigogne s'emboîte un petit peu moins bien avec le reste. Donc, je suis économiste à l'Université d'Angers et mes travaux portent sur la conception et l'évaluation de politiques publiques et notamment les politiques agro-environnementales, donc qui incitent les agriculteurs à faire évoluer leurs pratiques. Donc, pour cela, en tant qu'économiste, je mobilise les outils d'analyse économique, mais aussi les apports de la psychologie sociale dans le cadre d'instruments d'action publique qui sont un peu innovants. On a parlé par exemple tout à l'heure des nudges. Donc je réalise ces travaux à Angers avec des partenariats locaux. Je fais de la recherche de terrain auprès d'agriculteurs, auprès d'organismes para-agricoles. Puisque ici les décideurs publics dont on parle sont beaucoup aussi à l'échelle européenne, ces recherches s'insèrent dans le cadre d'un réseau européen que j'ai coordonné quelques années, qui s'appelle RECAP, qui porte sur des méthodes innovantes d'évaluation des politiques agricoles. Alors, mon propos va chercher à réfléchir à la responsabilité des instances européennes et nationales. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on a parlé de l'État. Dans mon cas, on va dépasser le cadre national. Donc, responsabilité dans la transition agroécologique. En gros, sans attendre la catastrophe écologique. Alors là, c'est vrai qu'on n'a toujours pas défini les termes entre crise et catastrophe. Je ne vais pas le faire, c'est en dehors de mon champ de compétences. En gros, je considère qu'on est déjà dans une crise écologique, en tout cas les agriculteurs le ressentent comme tel, et si on ne fait rien, on va vers la catastrophe. Donc mon propos s'articulera en 3 temps. Premièrement, le rôle de l'agriculture dans cette crise écologique. Deuxièmement, quel rôle pour les autorités publiques? Et troisièmement, comment est pensée l'action publique et comment la repenser? Donc, dans un premier temps, alors, le rôle de l'agriculture dans la crise écologique, il est avéré. L'intensification de l'agriculture qui a été nécessaire, en tout cas qui a été le fruit d'une volonté politique depuis la Seconde Guerre mondiale, est responsable d'un certain nombre de problèmes écologiques. On peut penser notamment à la qualité de l'eau par la pollution nitrate, les pertes de biodiversité liées aux pesticides et aux engrais, ainsi qu'aux émissions de gaz à effet de serre. Donc peut-être savez-vous que l'agriculture est le 2e secteur après les transports en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui représente 20% du total, donc imputable à l'agriculture, essentiellement, en majorité liée aux fortes émissions de méthane par les animaux d'élevage. Donc l'agriculture coupable, mais aussi victime. Bien sûr, la sécheresse nous l'a rappelé en 2022, mais aussi la disparition des auxiliaires des cultures, dont les pollinisateurs. Et aussi agriculture mis au centre, en tout cas dans le tableau des solutions, dans son rôle pour le stockage de carbone, via les choix d'assolement, les choix d'usage des terres agricoles qui sont faits. En 2 mots, plus de prairies, c'est plus de stockage de carbone. Donc, pour conclure cette première partie, oui, il y a un rôle de l'agriculture, même si c'est un secteur qui ne pèse pas lourd dans le PIB français, mais un rôle important, reconnu face à la crise écologique. Alors, deuxième question, quel rôle pour les autorités publiques? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'avais préparé là sous les yeux, c'est une évidence, la transition agroécologique les institutions européennes et nationales se sont saisies de la responsabilité de la transition agroécologique. Et du coup, moi, je me suis jamais questionnée sur pourrait-il en être autrement, et notamment en lien avec les propos d'Olivier Brad, est-ce que il y a le postulat de la responsabilité de l'État, est-ce qu'on peut le remettre en question? Alors, certains agriculteurs le remettent en question en souhaitant une autonomie, notamment autonomie vis-à-vis des subventions, donc ils ne veulent plus être sous perfusion des subventions publiques. Néanmoins, dès qu'il y a un événement climatique, par exemple, on appelle la responsabilité de l'État, donc on se retrouve dans le même tableau finalement que celui plus général que vous avez dressé.
Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres acteurs qui auraient cette responsabilité de la transition agroécologique? Alors, à toute petite échelle, aujourd'hui, on envisage un rôle, mais peut-être pas une responsabilité, pour des entreprises privées qui pourraient venir financer des changements de pratiques par les agriculteurs au titre de la fourniture de services environnementaux par l'agriculture qui serait au bénéfice de ces entreprises. Donc si c'est au bénéfice des entreprises, on a un cas emblématique et historique à Vittel, où l'entreprise qui gère, qui pompe l'eau des sources Vittel rémunère des agriculteurs via des contrats de façon à ce qu'ils organisent leurs pratiques agricoles pour limiter la pollution de ces sources d'eau potable. Alors, c'est un rôle de financement par le privé, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de responsabilité du privé pour aller vers la transition écologique. Donc, bon, j'en reviendrai à la première idée que c'est bien une responsabilité qui est donnée aux autorités publiques et en premier lieu aux autorités européennes. Il faut savoir que la politique agricole a été au centre de la construction européenne. Pendant longtemps, 60% du budget européen a été consacré à l'agriculteur. Aujourd'hui, c'est plus qu'un tiers. Et les objectifs de préservation de l'environnement, des paysages, des ressources naturelles ont fait leur apparition dans les objectifs de la politique agricole commune dès les années 90, où, en fait, assez rapidement, après la mise en place de la politique agricole commune, on a vu les limites de l'intensification et des mécanismes correctifs aux instruments d'action publique qui avaient été organisés dans le cadre de la PAC ont été créés. Et ceci s'est très largement renforcé récemment dans le cadre du Pacte vert européen et de son volet agricole qu'on appelle la stratégie de la ferme à la table, et dans lequel sont annoncés des objectifs ambitieux, notamment en termes de réduction des pesticides et des risques liés aux pesticides, en limitant de 50% d'ici 2030 l'usage des pesticides les plus dangereux, les plus toxiques, mais aussi la réduction de 20% de l'usage d'engrais azotés et l'augmentation de la surface agricole dédiée à l'agriculture biologique, avec en ligne de mire 25% de surface en agriculture biologique d'ici 2030, sachant qu'on était en 2020 à 9% à l'échelle européenne et un peu plus de 10% en France. Donc la PAC, oui, c'est le plus gros levier politique de soutien à l'agriculture et donc pour impulser cette transition agroécologique. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a un tiers du budget européen dévolu à la PAC. En France, c'est à peu près 9 milliards par an. Néanmoins, les objectifs environnementaux de la PAC, en tout cas dans sa déclinaison actuelle qui a été mise en place au 1er janvier 2023 et ce jusqu'en 2027, donc dans la programmation actuelle de la PAC, les objectifs environnementaux sont bien en deçà des engagements environnementaux de l'Union européenne en faveur du climat et de la biodiversité, plus généralement, notamment dans le cadre du Pacte vert. Donc en fait, on a une politique PAC qui est historiquement, qui pèse très lourd dans l'action politique européenne. On a des objectifs environnementaux pour faire face à la crise écologique qui sont aussi relativement ambitieux, mais finalement, par différents processus politiques compliqués, un calendrier aussi perturbé, on n'a pas réussi à matcher le texte de la PAC et les ambitions du Pacte vert européen. Donc là, j'ai un petit peu anticipé le troisième point de mon exposé qui porte sur comment est pensée cette action publique pour faire face à la crise écologique, donc action publique dans le domaine agricole, et comment la repenser. Alors, un premier point de débat porte sur dans quelle mesure faut-il que tout ça soit décidé à l'échelle européenne. Dans la PAC qui a été votée en 2020 et donc mise en œuvre au 1er janvier de cette année, on a une organisation de moins en moins européenne. On dit qu'on a renationalisé la PAC en laissant plus de marge de manœuvre aux États membres. Donc il y a un cadre réglementaire européen,
mais ensuite chaque État membre a dû élaborer et faire viser par la Commission un plan stratégique national dans lequel ils expliquent comment ils vont faire la PAC dans tel et tel pays. Et certains, ils voient le risque, ils voient là un échec de l'Europe dans ses ambitions de transition agroécologique, puisque certes, ça permet à certains États membres d'aller plus loin et d'avoir des mesures plus efficaces en termes d'impact environnementaux de l'argent public mis au service de cette transition. Mais en même temps, ça permet à d'autres États membres qui visent une agriculture plus productive d'avoir des objectifs moins ambitieux et de dédier une partie des budgets de la PAC à des instruments d'action publique qui ne sont pas au service de la transition agroécologique. Donc ça, c'est un premier point de tension. Le deuxième point de débat porte sur comment faire. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser le bâton ou la carotte ? Et en fait, depuis les années 90, dès qu'il y a une nouvelle réforme de la PAC, revient cette question, sans jamais... il n'y a aucun résultat scientifique à ce jour qui permette de trancher si une méthode est plus efficace qu'une autre. Donc c'est probablement un mix de tout ça qui est le plus efficace. On est dans un cadre de mixte d'instruments d'action publique avec des obligations au niveau des États membres de mettre en place, de cibler une partie des budgets vers des actions en faveur de la transition agroécologique. Mais ensuite, ces États membres ont, pour beaucoup, choisi des approches volontaires dans lesquelles les agriculteurs s'engagent ou non à suivre des cahiers des charges et reçoivent ensuite des subventions si ils respectent ces cahiers des charges et mettre en œuvre des pratiques qui sont favorables à la réduction des pesticides, des engrais azotés, du stockage de carbone, etc. Et troisième point de tension, qui est dans quelle mesure faut-il détricoter toutes ces actions, et notamment ce qu'on appelle la conditionnalité environnementale, c'est-à-dire le fait de conditionner l'octroi de subventions au respect de réglementations en faveur de l'environnement, en cas de crise alimentaire. Donc là, on était en plein dans le sujet suite à la guerre en Ukraine, qui nous a rappelé notre dépendance vis-à-vis d'importation de certains produits agricoles en provenance d'Ukraine, et de la dépendance encore plus grande d'un certain nombre de pays africains. Donc face à des problèmes de sécurité alimentaire, on a même parlé de famine qui pourrait être imputée à cette guerre en Ukraine, on s'est dit il faut augmenter la production en Europe, et donc pour augmenter la production en Europe, il faut mettre moins de conditions environnementales pour recevoir les subventions. Et donc là, on retombe dans ce que nous a dit aussi Olivier Borras sur le fait que là, on établit un lien causal qui est indiscutable entre le fait de lever certaines règles de la conditionnalité environnementale. Cela permettra de résoudre les problèmes de crise alimentaire. Et d'ailleurs, pour l'année 2023, des exceptions ont été prévues, notamment les jachères, qui sont normalement des terres qui sont non cultivées pour des bénéfices agroécologiques. Donc c'est à peu près 1% de la surface agricole de la France. En 2023, les jachères peuvent être cultivées, avec l'idée que ça fera 1% de production en plus. En tout cas, 1% de terres en plus qui sont cultivées. Et donc certains estiment que ces dérogations sont nécessaires pour limiter la crise alimentaire. Et d'autres y voient un retour en arrière et une chute des ambitions environnementales de l'Europe, et donc un risque pour la crise écologique. Donc là, on est face à une double crise écologique, crise alimentaire, l'une qui semble plus pressante que l'autre. Et donc, dans quelle mesure faut-il repenser les instruments d'action publique face à cette double crise ? Et là, il y a la question un peu de la myopie dont on a parlé aussi tout à l'heure à table, c'est quelle est la crise la plus importante et quelles actions je décide de ne pas mener au profit de la résolution d'une des deux crises. Donc cette question-là, plusieurs éléments.
Premièrement, en fait, si on ne pense que ce lien de causalité entre conditionnalité environnementale, donc plus de production, donc résolution des crises alimentaires, on passe... alors, on a une causalité qui a l'air simple, donc c'est peut-être pratique en termes de responsabilité, justement, mais le problème est bien plus vaste que ça. Il faut ajouter à cette équation la question des politiques commerciales, puisqu'en fait, quand on produit de l'alimentation en Europe, elle est en concurrence avec ce qui est produit dans d'autres pays du monde qui n'ont pas les mêmes conditions environnementales. Donc là, il y a un débat sur est-ce qu'il faut, du coup, mettre moins de conditionnalité en Europe pour augmenter notre compétitivité et ne pas faire face à la concurrence des produits étrangers, ou faut-il imposer nos conditions aux autres pays qui finalement sont aussi face à la même crise écologique, et pour ça utiliser des clauses miroirs pour les importations de produits alimentaires en Europe. Donc ça, voilà, par exemple, là dans l'accord commercial qui est en train de se négocier avec le Mercosur, on nous parle de potentielles clauses miroirs, mais c'est un sujet qui fait débat. Et une autre pièce que je voudrais ajouter au puzzle, c'est celui de la politique alimentaire. En fait, aujourd'hui, quand on parle de transition agroécologique, d'ailleurs j'aurais dû prendre le temps de le définir, c'est le fait de repenser l'ensemble des systèmes alimentaires afin de les rendre plus durables. Donc ce n'est pas seulement la production agricole, mais c'est aussi notre alimentation et la politique alimentaire. Et donc si on réfléchit en termes de politique alimentaire et non pas en termes de politique agricole, la question qu'il faut se poser, c'est est-on capable de produire en Europe suffisamment de calories pour nous Européens, mais éventuellement pour des pays dont le climat et les sols ne permettent pas cette production alimentaire. Et ça invite à repenser ce qu'on cultive. Et aujourd'hui, on est importateur net, l'Europe est importatrice nette de calories, notamment parce qu'on dédie une partie de nos sols à produire des cultures qui ne contribuent pas à la sécurité alimentaire. Bon, même s'il y a beaucoup de calories dans le vin, on ne peut pas dire que ça contribue à la sécurité alimentaire. Et par contre, on importe du soja pour l'alimentation animale. Donc en repensant notre allocation des sols, notamment en incitant à la mise en culture de légumineuses, on pourrait, des analyses montrent que l'Union européenne pourrait devenir, être équilibrée en termes de calories, et éventuellement exportatrice si c'était nécessaire. Donc repenser l'action publique au service de la transition écologique, pour conclure, ça nécessite certes une politique agricole qui est en Europe, qui est un pilier de la construction européenne auquel l'Europe dédie une grosse partie de son budget, mais ça nécessite de l'articuler avec la politique commerciale et avec la politique alimentaire. Et ça nécessite aussi, et ça fait écho à un point sur l'évaluation dont on a parlé, le retour d'expérience, le fait de tirer les leçons des crises. Donc là, par exemple, le fait qu'on ait une exception sur la conditionnalité environnementale pour 2023, je ne sais pas si ça va être évalué. Alors que, pour la PAC, on a cette chance d'avoir un cadre réglementaire assez strict, alors qui a changé de nom récemment, qui s'appelle maintenant le cadre commun de suivi et d'évaluation de la PAC, qui impose la Commission européenne et les États membres d'évaluer régulièrement leurs instruments d'action publique. Mais est-ce que les modalités d'exception au motif de la crise alimentaire font partie de ce cadre d'évaluation? Je ne sais pas, je vais me renseigner. Voilà pour ça. Et donc ça invite aussi à commencer à réfléchir dès maintenant à la prochaine réforme de la PAC, puisqu'on est face à des processus de décision qui sont très très lourds. On a 27 États membres à mettre autour de la table, un Parlement européen qui prend sa place dans les débats de la PAC, et une Commission européenne qui historiquement aussi dans sa proposition de règlement de la PAC a un poids très important et adosse ses décisions à une expertise assez importante d'évaluation des mesures prises dans le cadre des réformes précédentes. Donc à ce titre, juste un exemple des recherches que je suis en train de mener, je travaille à repenser les modalités de subvention pour des agriculteurs
volontaires qui s'engagent par exemple à réduire leur usage de pesticides. Aujourd'hui, on a un paiement à l'hectare à partir du moment où on suit le cahier des charges. Or, plein de fois, le changement de pratique n'induit pas nécessairement une perte de rendement. Au contraire, si ça va de l'ordre du bon sens agronomique, on peut avoir des effets bénéfiques pour l'environnement tout en maintenant ses rendements. Mais dans certains cas, avec tout l'aléa qui a beaucoup d'importance en agriculture, bah là, oui, il y a une perte de rendement. Donc pourquoi ne pas repenser les instruments d'action publique vers plutôt des dispositifs assurantiels qui, dans ces cas-là, ne couvrent que les pertes de rendement et ne constituent pas un paiement fixe pour l'adoption d'un cahier des charges. Voilà, donc c'est le genre de recherche à l'échelle microéconomique que je mène et qui, mise bout à bout avec d'autres dispositifs d'évaluation ex-ante des instruments d'action publique, peuvent, je l'espère, contribuer à cette transition agroécologique. Merci.